Malik al-Madani n'a plus de temps à perdre. Avec son ami Sultan al-Sadeh, il lui reste quelques heures à peine pour écrire leur discours de soutien à Gaza. Vous êtes le rempart contre Israël. Votre voix est la plus puissante. Avec vous, plus rien d'impossible. Vous êtes la mort d'Israël. Sultan et Malik vivent à Sanaa, la capitale du Yémen, tenue d'une main de fer par les Houthis. Ils contrôlent le tiers nord du pays, la partie la plus peuplée. Leur régime est totalitaire, centré autour de la famille régnante. Leurs valeurs sont religieuses, ultra-conservatrices, et leur politique extérieure tient en un slogan. Après 10 ans d'une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts, opposant le nord des Houthis au sud, soutenu par les Saoudiens, le Yémen est plongé dans un nouveau cycle guerrier, cette fois au nom de la défense de Gaza. Dans ce combat idéologique, les Houthis s'appuient sur une armée numérique et ses milliers d'influenceurs comme Sultan et Malik, qui peaufinent un discours pour la grande manifestation du lendemain. Parfait. Alors qu'est-ce que tu proposes? On fait quoi pour ton discours? Nous voulons aborder ces événements dans un discours fort, comme un défi. Quelque chose qui galvanise les foules et envoie un message fort. On veut des paroles différentes pas ce que la foule entend tous les vendredis. Oui, nous voulons des paroles qui motivent les gens. Nous voulons qu'ils se concentrent sur chaque mot et restent cloués en les écoutant. Donc ça doit être littéraire. Oui, il faut que ce soit littéraire. C'est la priorité. Littéraire. Qui inclut et envoie un message de défi. Résistance? Oui, résistance. Évidemment, on parle aussi des victimes de Rafah. Exactement. Soutien aux Palestiniens et rappel que nous sommes avec eux et qu'ils ne doivent pas désespérer ni se sentir seuls. Et des paroles un peu comme ça. Il faut aussi lancer un message à l'Amérique et ses alliés, qui n'arrivent pas à contrer nos missiles yéménites. Nous commencerons en mentionnant Dieu, au nom de Dieu le très miséricordieux, au nom de Dieu qui... Après une nuit à réviser son texte, Sultan est prêt à se présenter devant la foule. Pour lui, c'est l'occasion d'accroître sa popularité et d'engranger sur les réseaux un maximum de vues. Car depuis le 7 octobre 2023 et l'attaque du Hamas en Israël, les Houthis ont décidé de faire de leur pays un cri de colère en soutien à la cause palestinienne. Tous les vendredis, après la prière, Ansar Allah, le parti des Houthis, réunit sur la plus grande place de la capitale des centaines de milliers de partisans, mais pas une seule femme. Tous les Yéménites, jusqu'aux plus jeunes, sont priés de penser à leurs frères de Gaza.
Pour les Houthis, l'Amérique, Israël et les Juifs sont responsables de tous les problèmes sur Terre. Et avec le conflit au Moyen-Orient, leur vision devient de plus en plus populaire au Yémen. Les images spectaculaires de la foule alimentent les réseaux et iront nourrir les discours antisionistes et antisémites du régime. Pour cette guerre d'images et d'influence, c'est à celui qui aura les mots les plus durs pour conspuer l'ennemi. C'est au tour de Sultan. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, au nom de Dieu, ô foule immense, vous êtes les forces divines, vous êtes les soldats de Dieu, vous êtes le drapeau du Yémen, et vous êtes le dernier jour sur le calendrier. Nous n'avons que deux choix, nous n'en avons pas d'autre. C'est la victoire ou la victoire. C'est le dernier chapitre de l'histoire. La victoire ou la victoire. La victoire ou la victoire. Dieu est grand. Au pas militaire, la jeunesse du parti s'offre un dernier tour de piste. Dans leurs mains, le portrait d'Abdul Malik al-Houthi. Le chef du régime totalitaire n'apparaît plus jamais en public, mais son visage est omniprésent. Sa famille, les Houthis, est issue de la noblesse religieuse. Ils descendent du prophète Mahomet, mais ils ont conquis le pouvoir par la force. À 4 heures de route de la capitale, les deux influenceurs sont aujourd'hui au sud du territoire houthi. Sur la mer Rouge, Ansar Allah a ouvert un nouveau front maritime. Et ils ont une prise de guerre, le Galaxy Leader. Cet immense navire est la propriété d'un armateur israélien. Cela a suffi pour le classer comme un vaisseau ennemi. Les Houthis l'ont piraté, il sert désormais à leur propagande. Ça fait maintenant 8 mois que ce navire a été arraisonné. Tout le monde continue à venir le voir. Et aujourd'hui, les jeunes sont là. Ce matin, la vitrine flottante d'Ansar Allah attire aussi la jeunesse du parti, qui poursuit ici sa formation idéologique. Ici, vous avez un camp d'été. C'est la génération Coran. C'est la nouvelle pousse. C'est eux qui affronteront l'Occident. Grâce à Dieu, ces jeunes détruiront les conspirations de nos ennemis. On vient voir le navire Galaxy. C'est d'ici qu'on va envoyer un message aux ennemis. Ceux qui osent entrer dans nos eaux territoriales savent désormais le sort qui les attend. On a tellement attendu ce moment. Allez, on fait un selfie. Je vous parle au large d'Odéda, en mer Rouge, face au nouveau chapitre de l'histoire, intitulé Galaxy Leader. Ce bateau a été arraisonné au Yémen. Et désormais, l'histoire ne s'écrit plus à la main, mais avec des missiles de la nouvelle force yéménite. À bord, chacun peut visiter le bateau comme bon lui semble. Les 25 membres d'équipage sont retenus en captivité, mais quelques marins yéménites assurent la maintenance. Ce bateau est vraiment géant. Ça doit représenter une perte immense pour Israël.
Réaliser une telle chose était impensable avant la révolution Houthi et leur arrivée au pouvoir. Nous avons vécu pendant 33 ans sous l'ingérence de pays étrangers, d'Israël, de l'Arabie Saoudite. Ils avaient tous la main mise sur le Yémen, à tel point qu'un ambassadeur étranger nommait lui-même les fonctionnaires par décret. Depuis le début de la guerre à Gaza, les Houthis ont visé plus d'une centaine de navires commerciaux avec leurs missiles. Pour Sultan, ces représailles sont un mal nécessaire. Tout arabe et tout musulman souhaite soutenir Gaza, mais personne dans le monde n'a osé le faire. Alors nous faisons avec les moyens dont on dispose. Les options disponibles au Yémen, l'option militaire. On n'a jamais arrêté. Ça fait bientôt 10 ans qu'on résiste à une coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et aujourd'hui, on va plus loin. Le Yémen considère que la Palestine est le sujet le plus important, le plus central pour des raisons humanitaires et religieuses. Bien qu'il y ait une guerre au Yémen, cela ne nous empêche pas de nous battre aux côtés des Palestiniens. Le Yémen est habitué à la guerre. Nous avons connu et livré plusieurs guerres. La mer Rouge, par laquelle transitait jusqu'à 15% du trafic maritime mondial, est désormais classée zone de guerre. Le prix du contournement de cette route maritime se chiffre en milliards de dollars pour les armateurs. L'ouverture de ce front entraîne aussi de lourdes conséquences pour le Yémen. Les États-Unis ripostent régulièrement. La veille de notre arrivée, le port d'Al-Salif a été touché, comme le déplore le chef de la sécurité du site. C'est un immeuble de logement pour les gardes du port, pas un bâtiment militaire. Ils veulent juste briser notre économie et nous terroriser. Ici, la frappe a fait un mort. La même nuit, le commandement américain revendique des tirs sur le grand port d'Hodeidah, un peu plus au sud. Ce bâtiment abritait une radio. Il y a 35 blessés et 16 morts selon Ansar Allah, comme on peut le voir sur les images tournées par leur chaîne de télévision officielle. Nous n'avons pas pu voir les corps de victimes, mais nous avons rencontré un témoin de la frappe, blessé léger. Une première frappe, puis une deuxième. J'ai perdu connaissance, je me suis évanoui. Après environ 20 minutes, j'ai repris conscience et j'ai commencé à tâter mon corps. Tout mon corps était douloureux, je ne pouvais pas me lever. De là, 2 de mes amis sont venus, ils m'ont soulevé, ils m'ont assis, ils m'ont aspergé d'eau et j'ai bu de l'eau et j'ai repris conscience. Bien avant l'ouverture du front en soutien à Gaza, Hodeidah a été le théâtre d'une des grandes batailles de la guerre civile yéménite. Les habitants n'ont jamais connu de répit. J'ai peur de marcher, de dormir, il n'y a rien d'autre que la peur ici. On ne sait plus quoi faire, travailler ou se cacher pour échapper aux frappes des avions. Le Yémen était déjà le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, mais les années de guerre l'ont encore plus fragilisé. « 80% de sa population vit sous le seuil de pauvreté et 2,7 millions d'enfants yéménites souffrent de malnutrition aiguë. À Sanaa, la capitale, l'hôpital Sabine en reçoit chaque jour, comme la petite Léane, 3 mois. Elle a toujours de la fièvre, mais aujourd'hui elle se sent mieux. Elle a un problème là, à la poitrine.
Elle a eu des spasmes? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui va pas dans son ventre? Non, non. Seulement, elle veut vomir, mais elle ne peut pas. Elle boit quand elle a envie de vomir? Non, parce que je la prends dans mes bras, je la nourris lentement. Vous la nourrissez au sein? Je suis sa tante, pas sa mère. Elle souffre d'une malnutrition aiguë. Ça fait 4 jours qu'elle est arrivée à l'hôpital, avec une diarrhée sévère et un risque d'infection respiratoire. Avec les bombardements, plus de la moitié du système hospitalier yéménite est hors service. Les donateurs internationaux manquent à l'appel. Cette année, l'ONU n'a même pas réuni le quart du financement nécessaire. Une punition politique contre le régime houthi, selon le docteur Anis Al-Asbahi. Le programme alimentaire mondial distribuait plus de 100 millions de paniers de survie au Yémen. Mais l'Amérique a coupé cette aide humanitaire à cause de notre soutien aux Palestiniens. C'est en 2014 que le Yémen bascule dans la guerre civile au moment où les Houthis s'emparent de Sanaa. 10 ans plus tard, la capitale est devenue la vitrine de leur pouvoir. La place Sabine, quand elle ne sert pas aux manifestations pro-Gaza, est visitée pour son mausolée, en hommage aux martyrs du régime tombés sous le feu ennemi. Les martyrs sont tombés pour les opprimés du Yémen, car nous défendons une grande cause. Mais nous défendons aussi la Palestine. Contrairement à l'Occident qui montre son vrai visage, la réalité c'est que leur soi-disant démocratie et leurs droits de l'homme, tout ça, c'est du mensonge. Quand les Houthis sont arrivés à Sanaa, beaucoup de Yéménites les voyaient comme les représentants d'une aristocratie religieuse, hier reléguée à la marge et désormais avide de vengeance, pressée d'abattre la République. Malik al-Madani appartient à cette noblesse. Comme les Houthis, il est un saïd, un descendant du prophète Mahomet. Son frère est tombé au front pour Ansar Allah, mais comme nombre de ses amis, Malik garde un excellent souvenir de la prise de la capitale par les Houthis. En moins de 24 heures, on a pris le contrôle de Sanaa. Mais à peine au bout d'un an, l'agression étrangère a commencé. Notre chef, Abdul Malik Al-Houthi, disait toujours que les prochaines étapes seraient difficiles, que cela allait prendre des années, qu'il fallait que le peuple soit fort et endurant. Moi et beaucoup d'observateurs, on s'attendait à être assiégés pour des années. On le savait. Je discutais de ça avec des journalistes, ces salauds qui ensuite se sont enfuis du pays. Ils me disaient, on va être assiégés, comme l'Iran. Et je répondais, c'est pas grave, ce qui compte, c'est notre liberté. Pour les Houthis, la guerre n'a pas commencé à Sanaa, mais dans leur région de l'extrême nord, 10 ans auparavant. Moi aussi, je suis pour la liberté. Le chef disait déjà, l'heure du déclin est arrivée pour l'Amérique et les sionistes. Je crois que leur déclin a commencé dès 2004. 2004 est une année de bascule pour le Yémen. Le fondateur d'Ansar Allah, Hussein Al-Houthi, qui conteste le pouvoir, est assassiné. À l'extrême nord du pays, dans les montagnes frontalières de l'Arabie Saoudite, son fief de Maran est désormais un lieu de pèlerinage. Hussein Al-Houthi est devenu une icône et Issa, un partisan proche du pouvoir, est venu montrer à son fils là où il vivait. Regarde, c'est ici qu'Hussein Al-Houthi enseignait aux étudiants. C'est dans cette assemblée que le Seigneur Hussein nous apprenait la liberté, la fierté et la dignité issues de la culture coranique. Mon fils, regarde, c'est ici qu'il s'asseyait.
Jusqu'au 11 septembre 2001, Hussein Allouti n'est qu'un prêcheur en vogue. Mais avec la Grande Guerre américaine en Irak, il invente un slogan qui va mettre le feu aux poudres. Hussein Allouti désigne alors Israël et l'Amérique comme les auteurs d'un complot mondial contre les musulmans. Aligné sur les Américains, le pouvoir yéménite cherche à le faire arrêter. C'est dans cette grotte, qui fait aujourd'hui figure de caverne sacrée, qu'Hussein Allouti trouve la mort en 2004. Là, il y a eu beaucoup de martyrs. Ils les ont gazés et asphyxiés. Ils les ont tués avec du gaz. Les enfants, c'est la volonté divine. Dieu ne souhaitait pas la mort d'Hussein. Le pouvoir pensait l'avoir tué, mais ils l'ont ressuscité. Et son œuvre est toujours vivante. Regardez ce que nous sommes devenus. Regardez le rôle que nous avons pour soutenir les enfants de Gaza et la cause palestinienne. Tout le monde le sait. Le message politique est transmis à la jeune génération qui le récite par cœur. Après 20 ans de guerre, l'origine du message politique est toujours conçue au sein de la famille régnante. Mohamed Allouti, le numéro 2, nous a reçus. La doctrine antisémite n'a pas évolué, bien au contraire. Les Juifs sont incroyablement malveillants. Ce sont des gens dégoûtants. Et le Coran les décrit comme des tueurs de prophètes. Ils sont transgressifs et ils déforment la vérité. Et ils multiplient les mauvaises actions. Les Houthis n'ont pas peur d'envoyer des missiles sur les navires américains. On ne craint pas une escalade armée, car on se bat contre eux depuis 2015, quand ils ont lancé leur agression. Les Américains aidaient les Saoudiens avec des armes et du renseignement. Ils ont poussé les Saoudiens à nous combattre. Nous n'avions pas à l'époque les moyens dont nous disposons aujourd'hui. Nous avons beaucoup plus d'armes aujourd'hui que dans le passé. Le chef des Houthis tient à nous montrer son village partiellement détruit par les Saoudiens et leur guerre lancée en 2015. Il y a une frappe ici. Ils mettent aussi une rançon de 20 millions de dollars sur la tête de Mohamed Allouti, sans succès. C'est l'aviation qui a fait ça. L'intervention saoudienne tourne au fiasco. Ils mènent une guerre depuis le ciel avec des frappes aériennes imprécises. Ça, c'était la maison de mon grand-père. Qui coûte la vie à de nombreux civils yéménites. Voilà le résultat de l'agression américano-saoudienne contre notre pays. Elle vise les maisons, les civils et toutes les personnes dans les marchés. Ni les Saoudiens, ni les Américains n'ont le droit de nous cibler, que nous soyons militaires ou civils. Aucune loi ne leur permet de nous cibler. Et c'est ainsi que se manifeste le racisme, l'arrogance et le terrorisme des Américains, des Britanniques et des Émiratis, qui se sont alliés pour détruire notre pays, l'assiéger et cibler ses habitants. La nouvelle génération de Yéménites n'aura connu que la guerre. Les bombes ennemies, la rhétorique interne et désormais le nouveau conflit à Gaza les éloignent chaque jour un peu plus des jours tranquilles.